Mes parents ont refusé de garder mes petites filles pendant que je subissais une opération critique, disant que j'étais une gêne et un problème, parce qu'ils avaient des billets pour le concert d'Adèle avec ma sœur. Alors, depuis mon lit d'hôpital, j'ai engagé une baby-sitter, j'ai coupé tout contact et j'ai arrêté toute aide financière. 3 semaines plus tard, j'ai entendu frapper. Je m'appelle Serena Clark et j'ai 35 ans. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Mettez un j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu à choisir entre votre propre paix et la famille qui a essayé de la briser. Les mots m'ont frappé plus durement que l'odeur stérile de la salle d'examen. Nous devons opérer dans les 48 heures. Le docteur Evans me regarda par-dessus ses lunettes à monture argentée. Son expression était celle d'une sympathie professionnelle. L'écran à côté d'elle montrait une image en noir et blanc de ma propre tête avec une masse grise appuyant contre quelque chose de vital. La tumeur est bénigne, Serena, dit-elle, comme si c'était le point principal. Mais son emplacement est problématique. Elle provoque une compression importante. Les maux de tête que vous avez eus, ce n'est que le début. Si nous attendons, nous risquons des dommages permanents. Mon mari, David, me serra la main. Sa poigne était si forte que ça faisait presque mal. Je regardais ses phalanges, blanches et tendues. David est un homme qui répare les choses avec ses mains. Un architecte logiciel qui construit des mondes numériques. Mais cette masse dans la tête de sa femme, il ne pouvait pas en supprimer le code. Il était terrifié. Je pouvais sentir sa peur émaner de lui par vagues. Moi, en revanche, je me sentais engourdi, puis presque immédiatement agacé. Pas par la tumeur, pas par le médecin. J'étais agacé par le timing. Mon esprit n'est pas allé à « et si je meurs ?» Il est allé directement à la logistique. Les enfants, dis-je. Ma voix semblait distante. Amara et Zuri, elles n'ont qu'1 an. Le visage du docteur Evans s'adoucit. Vous aurez besoin d'au moins 1 semaine à l'hôpital et de quelques semaines de convalescence à la maison. Vous aurez besoin d'aide. David hocha la tête, sa voix rauque. Elle en aura. Je prendrai des congés. Nous prendrons une infirmière. Tout ce qu'il faudra. Non, dis-je. Le mot était sorti avant que je ne puisse l'arrêter. David se tourna pour me regarder, ses sourcils formant ce V familier de confusion et de frustration. Serena, ce n'est pas négociable. Je sais, dis-je en retirant ma main pour me frotter les tempes. Le mal de tête commençait déjà. Je sais, mais que tu prennes des congés. C'est un trimestre critique pour ta start-up. Et une infirmière privée, David, c'est si formel. C'est une opération. Ma mère le fera. Elle comprendra. David laissa échapper un rire sec et sans humour. Il résonna fort dans la pièce silencieuse. Maman. Serena, tu t'entends? Ta mère? Je me suis hérissé. C'est leur grand-mère, David. Et quand est-ce que grand-mère a signifié quelque chose pour elle pour la dernière fois? Rétorqua-t-il. Quand elle a oublié leur premier anniversaire parce qu'Alicia avait besoin d'aide pour déménager dans un autre nouvel appartement. L'appartement pour lequel tu t'es porté garante? C'était différent, argumentai-je, même si je savais que ce n'était pas le cas. C'est sérieux. C'est une opération. Elle se montrera à la hauteur. Elle le doit. Le docteur Evans se racla la gorge, clairement mal à l'aise. Je vais vous laisser discuter des arrangements. Mon assistante viendra pour programmer le préopératoire. Serena, s'il vous plaît, assurez la garde de vos enfants. Vous ne pouvez pas entrer dans cette opération stressée. La porte se referma en claquant, nous laissant, David et moi, dans un nouveau silence lourd. Je sais ce que tu penses, dis-je en croisant enfin son regard. Tu penses qu'elle va dire non. David se leva et commença à faire les 100 pas, je ne le pense pas, Serena. Je le sais. Je sais qu'elle dira non. Et ce qui est pire, c'est que tu la laisseras te faire sentir coupable. Tu t'excuseras auprès d'elle d'avoir une tumeur au cerveau. Ce n'est pas juste, David. N'est-ce pas? Il arrêta de faire les 100 pas et pointa son téléphone vers moi. Qui paie son hypothèque? David, arrête. Qui paie le leasing de la voiture d'Alicia? Qui a financé la dernière idée d'entreprise de Trevor? Il ne s'agit pas d'argent, dis-je, ma voix montant. Je me sentais sur la défensive.
Je me sentais démasqué et je détestais ça. J'étais la capable. J'étais Serena Clark, la consultante en images de marque qui avait bâti une entreprise à 7 chiffres depuis son ordinateur portable. Je réglais les problèmes. Ma famille, ils étaient mon problème à régler, mon fardeau à porter. C'était la taxe invisible dont mon propre père, Marcus, avait toujours plaisanté avant de commencer à la considérer comme acquise. Avec eux, c'est toujours une question d'argent, chérie, dit David, sa voix s'adoucissant. Mais ça concerne ta vie. S'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Laisse-moi appeler ma sœur. Engageons Madame Joyce. Madame Joyce, une femme chaleureuse et compétente de notre église qui dirigeait un service de garde d'enfants haut de gamme. Ma mère, Janelle, s'était moquée quand je l'avais mentionné. C'est pour les riches blancs, Serena, gaspiller de l'argent quand on a de la famille. Non, dis-je, ma voix ferme. J'étais encore dans le déni. J'étais encore celle qui arrange tout. J'appelle ma mère. Elle doit l'entendre de ma part. Elle sera là. Tu verras. Je pris mon téléphone, mes mains tremblantes, et composai le numéro abrégé de maman. David me regarda simplement, ses yeux pleins d'une pitié que je n'étais pas prête à accepter. Il savait exactement ce qui allait se passer, et au fond de moi, je le savais aussi. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. Quoi, Serena? La voix de ma mère. Janelle était toujours sèche, comme une porte qui claque. Pas de « bonjour », juste « quoi ». Maman, commençai-je, en essayant de garder ma voix égale. Je suis chez le médecin avec David. Oh. Le désintérêt était palpable. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Probablement l'une de ces émissions de l'après-midi. Est-ce que David t'emmène enfin en vacances? Dieu sait que tu travailles trop. Tu devrais être plus comme Alicia. Elle sait se détendre. Ma sœur Alicia, l'enfant prodige, 32 ans et n'ayant jamais occupé un emploi plus de 6 mois. Maman, écoute. C'est sérieux. J'ai une tumeur. J'ai besoin d'une opération ce jeudi. La ligne resta silencieuse pendant une seconde. Une seconde stupide et pleine d'espoir. Je pensais qu'elle était en train de l'assimiler. Je crus entendre une lueur d'inquiétude. Puis elle soupira, un soupir profond, affecté, théâtral. Jeudi. Ce jeudi. Sa voix était pleine d'agacement. Serena, tu dois être l'enfant la plus gênante. Tu l'as toujours été. Justin. Un problème. Problème. C'était son mot pour moi. J'étais le problème quand j'avais besoin d'un appareil dentaire. J'étais le problème quand j'ai obtenu une bourse complète à Howard et qu'elle a dû me conduire à la journée d'orientation. Maman, de quoi tu parles? Dis-je, ma voix tremblant maintenant. Tu m'as entendu? J'ai dit opération. Opération du cerveau. Et je t'ai entendu, rétorqua-t-elle. As-tu la moindre idée de ce que c'est ce week-end? Penses-tu jamais à quelqu'un d'autre que toi? J'étais sans voix. David, qui avait écouté, sortit de la pièce. Je l'entendis frapper le mur dans le couloir. Maman, qu'est-ce que c'est ce week-end? Le concert d'Adèle, cria-t-elle comme si j'étais une idiote. Alicia, ta sœur, a travaillé pendant des semaines pour obtenir ses 4 billets VIP. Ton beau-frère Trevor a réservé une suite au Wynn à Vegas. C'est pour elle. Alicia, et son mari blanc, Trevor, qui voyait ma famille comme son distributeur automatique personnel. Je ne te demande pas de manquer le concert. Le concert est vendredi. L'opération est jeudi. J'ai besoin de quelqu'un pour garder Amara et Zuri à partir de jeudi matin. Et qui est censé nous conduire à l'aéroport jeudi après-midi, Serena, hein? Nous avons un vol à 16h. Trevor n'aime pas conduire dans les embouteillages et nous n'allons pas payer pour un Uber Black et je dois me faire coiffer. Et ta sœur? Maman! Ai-je crié. L'infirmière devant la porte sursauta. Je vais subir une opération du cerveau. Mes enfants, tes petits-enfants, ils ont besoin d'une grand-mère. Et mon enfant, Alicia, a besoin de ça, la voix de Janelle baissa jusqu'à un sifflement froid et venimeux. Elle a été si stressée. Toi. Tu as toujours été la plus forte. Tu es indépendante. Tu as David.
Tu peux gérer ça. Pourquoi es-tu si égoïste? L'accusation me frappa comme un coup physique. Égoïste. J'étais égoïste d'avoir une tumeur. S'il te plaît, murmurai-je. Je suppliais maintenant. Je me détestais pour ça. S'il te plaît, maman, juste pour une nuit. Juste jeudi. Non, Serena. Je ne peux pas. Alicia serait anéantie. Elle est si fragile en ce moment. Nous sommes une famille. Nous nous soutenons mutuellement. Tu devrais comprendre ça. Nous soutenons Alicia. C'est ce qu'elle voulait dire. Où est papa? Essayez-je une dernière fois. Mon père, Marcus, le complice, le faible. Il conduit Alicia se faire les ongles pour Vegas. Je ne vais pas l'embêter avec tes drames. Débrouille-toi, Serena. Tu le fais toujours. Toujours. La ligne se coupa. Elle n'avait pas raccroché. Elle s'était juste déconnectée. Je restais là, à fixer le téléphone. Je ne pleurais pas. J'avais trop froid. David revint. Ses jointures étaient rouges. Il ne dit pas, je te l'avais bien dit. Il me prit simplement le téléphone des mains. Je restais assise là. L'écran de fin d'appel brillait sur mon téléphone. David me regardait simplement. Il ne dit pas un mot. Son silence était plus assourdissant que n'importe quel, je te l'avais bien dit, n'aurait pu l'être. Elle est juste stressée, murmurai-je, le mensonge ayant un goût de cendre dans ma bouche. Stressée, répéta David. Ce n'était pas une question. À propos du vol et d'Alicia. Serena. Il s'agenouilla devant moi, prenant mes deux mains. Les siennes étaient chaudes. Les miennes étaient de glace. Qu'a dit le docteur Evans? Vous ne pouvez pas entrer dans cette opération stressée. Regarde-toi. Tu trembles. Il avait raison. Un léger tremblement avait commencé dans mes mains. Je n'arrive pas à y croire. Elle. Adèle plutôt que ça. Oui, dit-il, la voix plate. Oui. Et plutôt que leur premier anniversaire et plutôt que notre mariage, où elle s'est plainte tout le temps que le saumon n'était pas aussi bon que le traiteur au 16e anniversaire d'Alicia. La fête que tu as payée. Il avait raison. Je l'avais payée. Une fête de 20 000 $ pour une jeune de 16 ans alors que je prenais des prêts supplémentaires pour mes propres frais de scolarité à Howard. Je dois juste essayer une fois de plus, dis-je. J'étais une toxicomane à la recherche d'une dose de validation que je savais ne jamais venir. Je vais appeler Alicia. Peut-être qu'elle comprendra. Elle est plus jeune. Peut-être qu'elle peut parler à maman. David soupira et se leva. Je vais chercher la voiture. Je reviens. Il savait. Il me donnait de l'intimité pour être humilié une dernière fois. Il m'embrassa sur le front. Appelle Madame Joyce quand tu auras fini, Serena. Ou je le ferai. Il sortit. Je cherchais le contact d'Alicia. Mon pouce plana sur le bouton d'appel. J'étais la sœur aînée. J'étais celle qui vérifiait ses devoirs, qui lui avait appris à conduire. J'étais celle qui l'avait consolé quand son premier petit ami lui avait brisé le cœur. Elle devait avoir de l'empathie. Elle le devait. J'appuyai sur le bouton. Ça sonna. Allô? Sa voix était enjouée. J'entendis le tink 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 d'une lime à ongles et le bourdonnement d'un salon animé. Alicia, Dieu merci. Serena, quoi, rétorqua-t-elle. L'enjouement disparut. Je suis en plein milieu d'une manucure au gel. Ça ne peut pas attendre? Non, Lisha, ça ne peut pas. J'ai parlé à maman. Est-ce qu'elle t'a dit? M'a dit quoi? Que tu essaies de gâcher notre voyage? Ouais, elle me l'a dit. Sérieusement, Serena, tu vas nous faire ça aujourd'hui? Faire ça? Comme si j'avais choisi d'avoir une tumeur. Comme si j'avais programmé ma crise médicale pour la contrarier. Gâcher votre voyage, dis-je, ma voix dangereusement calme. Alicia, je vais subir une opération du cerveau jeudi. Je pourrais ne pas me réveiller. Et tu t'inquiètes pour un concert?
Oh, ne sois pas si dramatique, se moqua-t-elle. Je l'entendis dire à la manucure, pas cette couleur, celle avec les paillettes. Puis, de nouveau à moi, tu ne vas pas mourir. Tu ramènes toujours tout à toi. C'est toujours une crise. J'ai besoin de quelqu'un pour garder Amara et Zuri, dis-je, coupant court à ces absurdités. Mes larmes avaient séché. Ma voix était aussi froide que mes mains. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas une babysitter. Tu es leur tante. Maman, elle ne veut pas. Elle a dit que tu avais besoin de ce voyage. J'ai besoin de ce voyage, génie elle. Trevor et moi nous sommes disputés. C'est pour nous reconnecter. Tu sais comment il est. Et tu es juste. Mon Dieu, Serena, tu es une telle gêne. Le voilà. Le deuxième mot. Le problème de maman. La gêne d'Alicia. C'est ce que j'étais pour eux. Pas une fille, pas une sœur. Un problème, une gêne, un distributeur automatique. J'entendis la voix de Trevor en arrière-plan. Il était là. Bien sûr, il se faisait probablement faire une pédicure. C'est ta sœur, traîna-t-il, sa voix assez forte pour que je l'entende. Dis-lui d'arrêter d'être si dépendante. Trevor a raison. Tu devrais juste engager une babysitter comme les gens riches normaux. Mon sang passa de glacial à bouillant. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit d'engager quelqu'un, dit Alicia, exaspérée. C'est ce que tu sais faire, non? Jeter de l'argent sur les problèmes. Maintenant, sérieusement, je dois y aller. Tu stresses maman et c'est moi qui dois la supporter pendant le vol. Arrête d'appeler. Alicia, ne raccroche pas. Clic, je fixai le téléphone. Mon doigt appuya instinctivement sur « Rappel ». Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Mon sang se glaça. Pas disponible. Avait-elle? M'avait-elle bloqué? Je cherchai rapidement le contact de ma mère. J'appelai. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Je laissai tomber le téléphone. Il tomba en cliquetant sur le sol en linoléum. Il m'avait bloqué. Il ne s'était pas contenté de dire non. Il ne s'était pas contenté de m'insulter. Il m'avait activement effacé. Il m'avait excommunié de leur vie au moment précis où je faisais face à ma propre mortalité. Toutes les années, tous les chèques que j'avais écrits, l'acompte pour leur maison, les prêts sans fin à Alicia qui n'ont jamais été remboursés, le BMW X5 que j'avais loué pour elle au nom de mon entreprise pour qu'elle puisse impressionner cet inutile mari à elle. La taxe invisible que je payais avec un sourire, me disant que c'était mon devoir. Mon père Marcus me tapotant la tête en disant « C'est ma fille Serena, elle s'occupe toujours de la famille », tandis que son autre main était dans ma poche. Tout ça pourquoi? Pour être qualifié de problème. Pour être qualifié de gêne. Pour me faire dire d'arrêter d'être si dépendante par l'être humain le plus dépendant que j'ai jamais rencontré. L'hypocrisie pure et aveuglante de tout cela était suffocante. Le tremblement de mes mains cessa. Les secousses, la peur, le besoin désespéré de leur approbation. Tout s'évapora. Un calme étrange et terrifiant m'envahit. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. C'était le son d'une chaîne de 35 ans qui se brisait. Le brouillard dans lequel j'avais vécu toute ma vie s'était enfin levé. Je vis ma mère Janelle, non pas comme une mère, mais comme une profiteuse, un vide narcissique qui ne voyait ses enfants que comme des extensions d'elle-même. Alicia, la jolie, a exhibé, et moi, la fonctionnelle, a payé pour tout. Je vis ma sœur Alicia, non pas comme une sœur, non pas comme l'enfant prodige, mais comme une co-conspiratrice, une parasite paresseuse et privilégiée jouant volontairement le rôle de la fragile parce qu'elle savait que je serais forcé d'être la forte. Je vis mon père Marcus comme le pire de tous. Le complice. Le lâche qui a observé cette dynamique se jouer pendant des décennies, qui a profité de ma générosité et apaisé la cruauté de sa femme, tout en prétendant être le patriarche doux et aimant. Et je me suis vu. J'ai vu une idiote, celle qui arrange tout, la forte, le distributeur automatique, la fille dévouée si désespérée d'une miette d'amour qu'elle s'était laissée saigner à blanc. David revint dans la pièce. Il avait dû entendre le téléphone tomber. Il vit mon visage. Serena, chérie. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Je me penchai et ramassai mon téléphone. Je regardais l'écran noir. Puis je levai les yeux vers lui. Je crois que j'ai souri. C'était étrange, comme utiliser un muscle que je n'avais jamais su que j'avais. Ils ont raison, dis-je. Raison? David avait l'air complètement perdu. Oui. Alicia. Elle a dit que je devrais juste engager une babysitter comme les gens riches normaux. Je déverrouillai mon téléphone. Mes mains étaient parfaitement stables. J'ouvris ma liste de contacts. Je passai devant papa, devant Alicia, devant maman. Mes doigts n'hésitèrent même pas. Je trouvai Madame Joyce. J'appuyai sur le bouton d'appel. Bonjour, Madame Joyce. C'est Serena Clark. Ma voix était nette, claire. Oui, je vais bien. Merci. Écoutez, j'ai une urgence. J'ai besoin de vous engager à partir de demain matin. Oui, pour mes filles Amara et Zuri, disons 2 semaines pour être sûr. J'écoutai, puis jetai un coup d'œil à David. Oui, garde 24H24 et 7J7, votre meilleure équipe. L'argent n'est absolument pas un problème. J'écoutais de nouveau, une chaleur sincère m'envahissant pour la première fois de la journée. Oui, c'est parfait. Merci. Vous êtes une bouée de sauvetage, Madame Joyce. Je raccrochai. Fait, dis-je à David. Madame Joyce envoie son infirmière en chef. Elle sera à la maison à 7 heures du matin. Bien, dit David, la tension quittant enfin ses épaules. Bien. Maintenant, rentrons à la maison et préparons ton sac. Presque, dis-je. J'ouvris mon application bancaire. Serena, qu'est-ce que tu fais? J'ai encore 2 appels à passer, dis-je, mon pouce se déplaçant rapidement sur l'écran. Enfin, un appel et un email. Il haussa un sourcil, un lent sourire se propageant sur son visage. Il le voyait enfin. Le premier, dis-je en affichant ma liste de paiements automatiques, est pour notre banquière. Il est temps de réévaluer mes dons de bienfaisance. Et le second? Le second, dis-je en passant à mes emails, est pour notre avocat. J'ai quelques questions sur un contrat de location de voiture et une hypothèque. La confusion de David se transforma en un lent et large sourire. Il voyait enfin la femme qu'il avait épousée, pas la fille brisée que ma famille avait créée. C'est ma fille, dit-il. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois. Mon estomac se noua si fort que je pouvais à peine respirer. Quoi, Serena? La voix de ma mère, Janelle, était toujours sèche, comme une porte qui claque. Pas de bonjour, juste quoi. C'était la salutation de quelqu'un qui était perpétuellement dérangé par le monde. Maman, commençai-je, essayant de garder ma voix égale, stable. Je jetai un coup d'œil à David qui me regardait avec une expression de pure pitié angoissante. Maman, je suis chez le médecin avec David. Oh. Le désintérêt était palpable. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan. Probablement l'une de ces émissions de l'après-midi. Le volume montait à fond. Est-ce que David t'emmène enfin en vacances? Dieu sait que tu travailles trop. Tu devrais être plus comme Alicia. Elle sait se détendre. Ma sœur Alicia, l'enfant prodige, 32 ans et n'ayant jamais occupé un emploi plus de 6 mois. Se détendre était sa compétence principale. Maman, écoute. C'est sérieux, dis-je, ignorant la pique. J'ai une tumeur. Le médecin vient de me dire que j'ai besoin d'une opération ce jeudi. La ligne resta silencieuse. Pendant une stupide et pleine d'espoir seconde, je pensais qu'elle était en train d'assimiler. Je crus entendre une lueur d'inquiétude. J'imaginais qu'elle se redressait, la télécommande tombant sur la table. J'imaginais qu'elle disait, « Mon bébé, de quoi as-tu besoin ?» Puis elle soupira, un soupir profond, affecté, théâtral, le genre qu'elle utilisait toujours quand je lui demandais quelque chose qui n'était pas de l'argent. Jeudi. Ce jeudi. Sa voix était pleine d'agacement pur. Serena, tu dois être l'enfant la plus gênante. Tu l'as toujours été. Justin. Un problème. Problème. C'était son mot pour moi. J'étais le problème quand j'avais besoin d'un appareil dentaire. J'étais le problème quand j'ai obtenu une bourse complète à Howard et qu'elle a dû me conduire à la journée d'orientation.
J'étais le problème quand j'ai refusé de co-signer sa 5e carte de crédit. Maman, de quoi tu parles, dis-je, ma voix tremblant maintenant. David, qui avait écouté sur le haut-parleur, se leva brusquement et sortit de la pièce. J'entendis son poing frapper le mur dans le couloir. Un bruit sourd et lourd. Tu m'as entendu, insistai-je, ma voix devenant mince. J'ai dit opération. Opération du cerveau. Et je t'ai entendu, rétorqua-t-elle. As-tu la moindre idée de ce que c'est ce week-end? Penses-tu jamais à quelqu'un d'autre que toi? J'étais sans voix. L'audace pure de cette question, ça me coupa le souffle. Maman, qu'est-ce que c'est ce week-end? Le concert d'Adèle, cria-t-elle comme si j'étais une idiote. Alicia, ta sœur, a travaillé pendant des semaines pour obtenir ses 4 billets VIP. Ton beau-frère Trevor a réservé une suite au Wynn à Vegas. C'est pour elle. Alicia et son mari blanc Trevor, qui voyait ma famille comme son distributeur automatique personnel, un homme qui m'avait un jour demandé si mon entreprise offrait une réduction, amis et famille, sur le conseil en images de marque. Je ne te demande pas de manquer le concert. Le concert est vendredi. L'opération est jeudi. J'ai besoin de quelqu'un pour garder Amara et Zuri à partir de jeudi matin. Le silence sur la ligne était différent cette fois. C'était froid, calculateur. Et qui est censé nous conduire à l'aéroport jeudi après-midi, Serena, hein? Nous avons un vol à 16h. Trevor n'aime pas conduire dans les embouteillages. Et nous n'allons pas payer pour un Uber Black et je dois me faire coiffer. Et ta sœur? Maman! Ai-je crié. L'infirmière devant la porte sursauta. Je vais subir une opération du cerveau. Mes enfants, tes petits-enfants, ils ont besoin d'une grand-mère. Et mon enfant, Alicia, a besoin de ça, la voix de Janelle baissa jusqu'à un sifflement froid et venimeux. Elle a été si stressée. Sa petite entreprise, ça ne va pas bien. Et Trevor lui met la pression. Elle a besoin de cette escapade. Cette petite entreprise était une boutique en ligne vendant des bijoux bon marché que j'avais financé avec un prêt de $20 000 que je savais ne jamais revoir. Elle a besoin de ça, répéta Janelle. Et toi, tu as toujours été la plus forte. Tu es indépendante. Tu as David. Tu peux gérer ça. Pourquoi es-tu si égoïste? L'accusation me frappa comme un coup physique. Égoïste. J'étais égoïste d'avoir une tumeur. La plus forte n'était pas un compliment. C'était une condamnation à perpétuité. C'était la case dans laquelle il m'avait mise pour pouvoir justifier de me saigner à blanc. J'étais la forte pour pouvoir porter le poids. J'étais la forte pour pouvoir payer les factures. J'étais la forte pour qu'Alicia puisse être fragile. S'il te plaît, murmurai-je. Je suppliais maintenant. Je détestais le son de ma propre voix. Je détestais la faiblesse. S'il te plaît, maman. Juste pour une nuit, juste jeudi. Non, Serena. Je ne peux pas, Alicia serait anéantie. Elle est si fragile en ce moment. Nous sommes une famille. Nous nous soutenons mutuellement. Tu devrais comprendre ça. Nous soutenons Alicia. C'est ce qu'elle voulait dire. Où est papa? Essayez-je une dernière fois. Mon père, Marcus, le complice, le faible, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, puis qui était resté silencieux pendant que ma mère critiquait chaque AE que je ramenais à la maison. Il conduit Alicia se faire les ongles pour Vegas, la cruauté désinvolte de la chose, le mépris absolu. Je ne vais pas l'embêter avec tes drames. Débrouille-toi, Serena. Tu le fais toujours. La ligne se coupa. Elle n'avait pas raccroché. Elle s'était juste déconnectée. Je restais là, à fixer l'écran de fin d'appel. Tout mon corps tremblait si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. David revint dans la pièce. Ses jointures étaient éraflées et rouges. Il avait frappé le mur. Il vit mon visage et sa mâchoire se serra dans un nœud de pure rage. Il ne dit pas, je te l'avais bien dit. Il n'en avait pas besoin. Elle était juste choquée, murmurai-je, le mensonge ayant un goût d'acide dans ma bouche. Elle ne le pensait pas, le pensait, Serena, dit David, sa voix dangereusement basse. Arrête. S'il te plaît, arrête. Non, dis-je, ma voix prenant un ton désespéré. Alicia.
Alicia lui parlera. Elle comprendra. Elle est une sœur. J'étais une toxicomane à la recherche d'une dose de validation que je savais ne jamais venir. J'étais la sœur aînée. J'étais celle qui vérifiait ses devoirs, qui lui avait appris à conduire. J'étais celle qui l'avait consolé quand son premier petit ami lui avait brisé le cœur. Elle devait avoir de l'empathie. Elle le devait. David me regarda simplement, ses yeux pleins d'une pitié que je n'étais pas prête à accepter. Je composai rapidement le numéro. Mon pouce plana sur le contact de maman, mais je fis défiler jusqu'à Alicia. Elle comprendrait. Elle le devait. Le téléphone sonna. Serena, quoi? Sa voix était enjouée. J'entendis le tink 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 d'une lime à ongler, le bourdonnement aigu d'un sèche-cheveux de salon. Elle se faisait faire les ongles pour Vegas. Bien sûr. Alicia, dis-je, ma voix se brisant. Dieu merci, j'ai parlé à maman. Est-ce qu'elle t'a dit? M'a dit quoi, rétorqua-t-elle. L'enjouement disparut. Que tu essaies de gâcher notre voyage? Ouais, elle me l'a dit. Sérieusement, Serena, tu vas nous faire ça aujourd'hui? Faire ça? Comme si j'avais choisi d'avoir une tumeur. Comme si j'avais programmé ma crise médicale pour la contrarier. Gâcher votre voyage, dis-je, ma voix dangereusement calme. Alicia, je vais subir une opération du cerveau jeudi. Je pourrais ne pas me réveiller. Et tu t'inquiètes pour un concert? Oh, ne sois pas si dramatique, se moqua-t-elle. Je l'entendis dire à la manucure, pas cette couleur, celle avec les paillettes, celle que maman aimait. Puis, de nouveau à moi, tu ne vas pas mourir. Tu ramènes toujours tout à toi. C'est toujours une crise. C'est toujours le grand drame de Serena. C'était le récit de ma famille. Mon succès, mes réussites, c'était juste attendu. Mais mes besoins, ma douleur, c'était du drame. Mon père Marcus m'appelait toujours ça, reine du drame, chaque fois que je pleurais, tandis qu'il qualifiait Alicia de « sensible ». J'ai besoin de quelqu'un pour garder Amara et Zuri, dis-je, coupant court à ces absurdités. Mes larmes avaient séché, ma voix était aussi froide que mes mains. Et alors, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une apathie adolescente. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis pas une baby-sitter. Tu es leur tante, dis-je, ma voix se brisant de nouveau. Maman, elle ne veut pas. Elle a dit que tu avais besoin de ce voyage. J'ai besoin de ce voyage, génie-elle, et le son était si enfantin, si privilégié, que mon estomac se retourna. Trevor et moi nous sommes disputés. C'est pour nous reconnecter. Tu sais comment il est. Et tu es juste. Mon Dieu, Serena, tu es une telle gêne. Le voilà, le deuxième mot. Le problème de maman. La gêne d'Alicia. C'est ce que j'étais pour eux. Pas une fille, pas une sœur. Un problème, une gêne, un distributeur automatique. J'entendis la voix de Trevor en arrière-plan. Il était là. Bien sûr, il se faisait probablement faire une pédicure. C'est ta sœur, traîna-t-il, sa voix assez forte pour que je l'entende. Celle qui paie pour tout? Tais-toi, Trevor, ricana Alicia, un son aigu et faux. Dis-lui d'arrêter d'être si dépendante, continua Trevor, et je pouvais entendre le sourire narquois dans sa voix. Si elle a tant d'argent, dis-lui d'engager une baby-sitter comme les gens riches normaux. Tu l'as entendu, dit Alicia, sa voix devenant suffisante. Elle se nourrissait de la cruauté de son mari. Trevor a raison. Tu devrais juste engager une baby-sitter. Arrête d'être si dépendante. Dépendante? Moi? Celle qui payait l'hypothèque de la maison où il vivait. Celle qui payait le leasing du BMW X5 qu'elle conduisait. Celle qui avait financé les 3 dernières start-up ratées de Trevor. J'étais dépendante. L'hypocrisie était si stupéfiante, si absolue, que je ne pouvais même pas parler. J'écoutais juste le bourdonnement du salon de manucure, la bulle du monde d'Alicia que j'avais payée. Écoute, dit Alicia, sa patience clairement à bout. Tu stresses maman, et c'est moi qui dois la supporter pendant le vol, alors arrête. Arrête d'appeler. Alicia, dis-je, ma voix à peine un murmure. Ne me raccroche pas au nez, Alicia. S'il te plaît. Clique, je fixai le téléphone,
juste un silence blanc et pur. Mon doigt, se déplaçant de lui-même, appuya instinctivement sur « Rappel ». Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer votre appel plus tard. Pas disponible. Le réseau était-il mauvais? Mon sang passa de glacial à bouillant. Elle n'avait pas osé. Je cherchais rapidement le contact de ma mère. J'appelais. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Je laissai tomber le téléphone. Il tomba en cliquetant sur le sol en linoléum. Il m'avait bloqué. Il ne s'était pas contenté de dire non. Il ne s'était pas contenté de m'insulter. Il m'avait activement effacé. Il m'avait excommunié de leur vie au moment précis où je faisais face à ma propre mortalité. L'écran de fin d'appel brillait sur mon téléphone. David, qui avait tout observé, s'avança. Son visage n'était plus en colère. C'était autre chose. C'était froid, posé. Il regarda le téléphone par terre. Il regarda mon visage blanc et abasourdi. Il se pencha, ramassa le téléphone et me le tendit. D'accord, dit-il, sa voix calme, tranquille, et plus terrifiante que n'importe quel cri. Je comprends maintenant. Le tremblement de mes mains cessa. Les secousses, la peur, le besoin désespéré de leur approbation, tout s'évapora. Un calme étrange et terrifiant m'envahit. Ce n'était pas du chagrin. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. C'était le son d'une chaîne de 35 ans qui se brisait. David, voyant mon visage, hocha simplement la tête. D'accord, dit-il. Je comprends maintenant. Des heures plus tard, j'étais en blouse d'hôpital. La perfusion était déjà dans ma main. David était rentré à la maison pour récupérer mon ordinateur portable et voir les filles. Il revint dans la chambre, le visage rongé par l'inquiétude. Il me trouva assise, le téléphone pressé contre mon oreille, ma voix nette et claire. Oui, c'est exact, dis-je au téléphone. J'ai besoin de la meilleure, une infirmière diplômée avec une expérience en pédiatrie, 24H24 et 7J7, pour... Disons 2 semaines pour être sûr. L'argent n'est pas un problème. David s'arrêta dans l'embrasure de la porte. Il resta là, à écouter. Je comprends que le tarif de vacances est en vigueur, continuai-je en regardant mon mari droit dans les yeux. C'est tout à fait acceptable. Je suis plus préoccupé par la fiabilité et les qualifications. Votre service haut de gamme. Oui. Veuillez confirmer. À partir de demain matin à 7 heures. J'écoutai un instant, puis souris. C'était un vrai sourire, le premier de la journée. Oui, Madame Joyce. Merci. Vous êtes une bouée de sauvetage. Je raccrochai le téléphone et le posai délibérément sur la tablette. David laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis le cabinet du médecin. Tu as appelé Madame Joyce. J'ai hoché la tête. Je l'ai fait. Il s'approcha et s'assit sur le bord du lit. Il prit ma main, celle sans la perfusion. Le service ridiculement cher. Celui que... Ma voix était dure, ma mère Janelle m'a dit que c'était juste pour les riches blancs qui se la pètent quand j'ai suggéré à Alicia de l'utiliser pour un week-end. C'était la vérité. Quand Alicia s'était plainte d'avoir besoin d'une pause de son travail inexistant, j'avais proposé de payer pour le service de Madame Joyce, le meilleur d'Atlanta. Ma mère avait immédiatement mis fin à la conversation. La famille est de la famille, Serena, avait-elle dit. On ne paie pas des étrangers pour faire ce qu'une grand-mère devrait faire. Mais ce qu'elle voulait dire, c'est que j'étais la famille, et mon temps, mon argent. C'était l'aide désignée. Elle. Janelle, elle a vraiment dit que c'était ridicule. Je me souvins de ce moment si clairement. Elle m'a dit que j'oubliais d'où je venais rien qu'en le suggérant, que j'essayais d'être meilleur qu'eux. David traça une ligne sur ma paume. Et te voilà en train de l'engager pour tes propres enfants. Me voilà, dis-je. Il s'avère que ma mère avait raison sur une chose. Alicia est fragile. Elle a besoin de ce concert. Elle a besoin de son voyage. Elle a besoin d'être une enfant de 32 ans. Et maman a besoin d'être sa complice. Je regardais la poche de perfusion, le liquide clair s'écoulant régulièrement. Mais moi, j'ai besoin de vivre. Mes filles ont besoin d'une mère, et tu as besoin d'une femme.
Et j'en ai fini de m'excuser d'être celle qui peut se permettre de le faire. C'était la première arme, celle que j'avais cachée à la vue de tous pendant des années. Mon succès, mon cabinet de conseil en images de marque à 7 chiffres, l'entreprise que j'avais bâtie depuis mon ordinateur portable pendant que ma famille regardait la télévision l'après-midi. L'argent que j'avais déversé dans leur vie comme de l'eau, essayant de remplir un seau sans fond. J'avais traité mon argent comme une dette. Une taxe invisible que je devais payer pour avoir eu l'audace de réussir mieux que mes parents, d'être plus ambitieuse que ma sœur. Mais assise là, dans cette blouse fragile avec une tumeur dans la tête, j'ai enfin vu mon argent pour ce qu'il était. Ce n'était pas une dette. C'était une armure. C'était la liberté. C'était le pouvoir. Ils pensent que je suis dépendante, dis-je, le mot « dépendante » ayant un goût de poison. Le mot que Trevor avait utilisé, dépendante. Moi. Celle qui a été leur banque personnelle pendant une décennie. Le visage de David était sombre. Ils sont sur le point d'avoir une leçon très brutale sur la dépendance. N'est-ce pas? Je croisais son regard. La peur avait disparu. À sa place se trouvait une résolution froide et dure que je reconnus. C'était le même regard que j'avais quand j'étais sur le point de décrocher un client de plusieurs millions de dollars. J'ai besoin de toi ici, David, dis-je, ma voix calme. J'ai peur. Pas de ça. Je fis un geste vers la perfusion. J'ai besoin de toi avec moi. Pas à la maison, stressé à propos des filles. Je ne vais nulle part, dit-il, la voix épaisse. Il se pencha et m'embrassa sur le front. Tu as fait la bonne chose, Serena. La seule chose à faire. J'ai hoché la tête. J'ai pris mon ordinateur portable. Bien, parce que Madame Joyce, c'est réglé. Maintenant, je dois régler l'autre problème. David haussa un sourcil. Quel problème? Celui que ma mère a mentionné, dis-je, mes doigts volant sur le trackpad, ouvrant ma banque en ligne. Moi. Je suis le problème. Et je suis sur le point de me résoudre moi-même hors de leur vie. Les roues du brancard grinçaient. C'était le son le plus fort dans le couloir, plus fort que le bip du moniteur cardiaque, plus fort que la voix calme et étouffée de l'anesthésiste. On me roulait vers la salle d'opération. Les plafonniers passaient au-dessus de ma tête un par un, des rectangles blancs stériles. C'est le moment, dis-je à David. Il marchait vite à côté du brancard, sa main agrippant la barre, son visage un masque de calme forcé. Je serai là quand tu te réveilleras, dit-il. Juste là. Tu ne seras pas seul. David, dis-je, ma voix pâteuse à cause du médicament préopératoire. Si je. Tu sais, si je ne. Arrête, ordonna-t-il, sa voix se brisant juste une seconde. Ne fais pas ça. Tu iras bien. Le docteur Evans est la meilleure. Tu iras bien. Mais les filles, murmurai-je, les larmes venant enfin, chaudes et rapides. Amara et Zuri, tu dois leur dire. Tu dois leur dire que je. David se pencha, son front touchant le mien. Le brancard s'arrêta juste avant les portes battantes de la salle d'opération. Je leur dirai que leur mère est la femme la plus forte du monde. Je leur dirai que c'est une battante. Et ensuite, tu rentreras à la maison et tu leur diras le reste. Tu me comprends, Serena? Il ne demandait pas. Il ordonnait. Je t'aime, murmurai-je. Je t'aime plus, dit-il. Maintenant, vas-y, va te faire enlever ce truc de la tête pour qu'on puisse rentrer à la maison. Une infirmière toucha doucement son bras. Elle doit entrer, monsieur. Il serra ma main une dernière fois, une poigne qui disait tout. Et puis on me roulait loin de lui, dans la lumière blanche aveuglante de la salle d'opération. La dernière chose que je vis fut le visage de David, debout, seul dans ce couloir vide, semblant plus petit que je ne l'avais jamais vu. David regarda les portes battantes se refermer. La lumière rouge, chirurgie en cours, s'alluma, puis le silence. Il était seul. La salle d'attente était vide, à l'exception d'une vieille télévision boulonnée au mur diffusant une émission matinale en sourdine. L'odeur d'antiseptique et de cire pour sol était suffocante. Il s'assit. Il se leva. Il fit les 100 pas. Il regarda l'horloge. 10 heures, l'opération durerait 5, peut-être 6 heures. Il fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Il revint aux chaises. Il vérifia son téléphone.
Pas de réseau. Il se connecta au Wi-Fi lent et angoissant de l'hôpital. Il envoya un SMS à Madame Joyce. Serena est entrée. Comment vont les filles? Presque instantanément, une réponse. Une photo d'Amara et Zuri, toutes deux endormies dans leur berceau. Les anges dorment paisiblement, Monsieur Clark. Prenez soin de votre femme. Nous prions. David laissa échapper un souffle. Il s'assit, fixant la photo. Il ressentit un moment de gratitude si profond que cela faillit le faire pleurer. Dieu merci pour Madame Joyce. Dieu merci pour une gentille étrangère. Il avait besoin d'une distraction, de quelque chose pour faire passer les minutes. Il fit ce que tout le monde fait dans une salle d'attente. Il ouvrit Instagram. Il fit défiler sans conviction. Photos de nourriture, amis d'université, enfants, un mème, puis il se figea. Son pouce s'arrêta. Une nouvelle story postée il y a 5 minutes par Alicia. Son sang se glaça. Ce n'était pas une photo. C'était une vidéo. La musique était si forte qu'il pouvait entendre les basses même avec le volume de son téléphone bas. C'était sombre, éclairé par des lumières de scène violettes et dorées clignotantes. Les premiers accords d'une chanson d'Adèle. Puis la caméra se retourna. C'était Alicia. Son visage rougit, ses nouveaux ongles bien en vue alors qu'elle tenait une flûte de champagne. Elle criait, non pas de terreur, mais d'excitation. Oh mon Dieu, ça commence! La caméra fit un panoramique. Il y avait sa belle-mère, Janelle, se trémoussant les yeux fermés, levant son propre verre bien haut. Il y avait Trevor, son bras drapé autour d'Alicia, un air suffisant et satisfait sur le visage. Et là, en arrière-plan, tenant 4 verres et l'air un peu dépassé, mais souriant, se trouvait son beau-père, Marcus. Ils étaient tous là, dans la section VIP, en train de rire. Vegas, Baby, cria Alicia à la caméra, sa voix. Et puis la légende. Les yeux de David se plissèrent. Il l'a lu une fois, il l'a lu 2 fois. Vivons notre meilleure vie. Merci à ma sœur pour le sponsoring. Merci à ma sœur pour le sponsoring. Le souffle de David se coupa. Ils n'étaient pas seulement au concert. Ils étaient au concert aux frais de Serena et ils s'en vantaient. Ils se vantaient du sponsoring de la femme même qui, à cet instant précis, se faisait ouvrir le crâne par un chirurgien. La femme qu'ils avaient qualifiée de « gêne » et de « problème ». Une rage pure et noire envahit David. Elle était si chaude, si puissante, qu'elle faillit le faire s'évanouir. Il ressentit l'envie animale de jeter son téléphone, de briser la télévision de la salle d'attente, de crier jusqu'à ce que ses poumons saignent. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, quelque chose sur son visage devint parfaitement immobile. Le chagrin, la peur pour sa femme. Cela ne disparut pas. C'était toujours là, un noyau chaud de douleur. Mais quelque chose de nouveau se forma autour. Quelque chose de froid, de dur et de protecteur. Sa main, qui avait tremblé, devint parfaitement stable. Son pouce se déplaça avec précision. Capture d'écran. Il captura la vidéo d'eux en train de danser. Capture d'écran. Il captura la légende. Il enregistra la story. Il la sauvegarda sur son disque dur. Il vérifia 2 fois qu'elle était enregistrée. Puis, très calmement, il mit son téléphone en silencieux et le posa face contre la chaise à côté de lui. Il se rassit. Il fixa la lumière, chirurgie en cours. L'agonie de l'attente avait disparu. Les allées et venues frénétiques s'arrêtèrent. À sa place se trouvait une résolution froide comme le fer. Il n'était plus seulement un mari terrifié de perdre sa femme. Il était un prédateur attendant patiemment que l'ennemi rentre à la maison. Il n'attendait pas seulement que Serena sorte de l'opération. Il attendait que Janelle, Marcus et Alicia atterrissent. Le bip du moniteur fut le premier son à percer le brouillard. Puis vint la douleur, une douleur sourde et lancinante qui possédait toute ma tête, me donnant l'impression qu'elle était prise dans un étau. Serena. La voix de David, basse, tendue. J'essayais d'ouvrir les yeux. Les lumières de la salle de réveil étaient trop vives et agressives, d'un blanc stérile. Je les fermai en serrant. Je sentis une forme bouger. Puis sa main chaude et familière trouva la mienne. « Tu es de retour », murmura-t-il. « Tu l'as fait, chérie. Tu es de retour. » Mal, réussis-je à croasser.
Ma gorge était à vif, sèche. Je sais. Je sais. Le médecin a dit que l'opération a été un succès complet. Ils ont tout eu. Ils ont eu le tout. Il parlait, mais je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. Il avait traversé son propre enfer de 6 heures. Une infirmière, une femme plus âgée au visage bienveillant, entra dans mon champ de vision flou. Bienvenue, Madame Clark. Vous vous êtes très bien débrouillée. Le médecin viendra vous voir bientôt. Puis-je vous apporter des glaçons? J'essayais de hocher la tête. Tandis qu'elle m'aidait, je regardais David. Il avait l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Ses yeux étaient injectés de sang. Son polo froissé. Mais alors qu'il me regardait, il y avait un soulagement si profond que c'était presque une présence physique. Les filles, croient à ses jeux. Elles sont en sécurité, dit-il instantanément, comme s'il avait attendu la question. Madame Joyce est incroyable. Elle envoie des nouvelles toutes les heures. L'infirmière revint. Votre mari a gardé ce téléphone comme un bulldog, dit-elle en tendant mon téléphone à David. Il a dit que vous le voudriez dès que vous vous réveilleriez. David le prit, mais son visage se crispa. Il le déverrouilla et me le tendit. Il y a quelques messages, Serena. Je pense que tu devrais les voir. Je pris le téléphone, mes doigts maladroits, mes mains tremblantes. Mes yeux eurent du mal à se concentrer sur l'écran. Il y avait 2 notifications. La première provenait d'un nouveau numéro que j'avais enregistré, Madame Joyce. Je tapotais dessus. C'était une photo. Mes 2 anges, Amara et Zuri, profondément endormis dans leur berceau. Elles portaient le pyjama à imprimer canard que j'adorais. Amara suçait son pouce. Zuri était recroquevillée en une petite boule. Elles étaient paisibles. Elles étaient en sécurité. Sous la photo, il y avait un message. Les anges dorment profondément, Madame Clark. Pas un bruit de toute la nuit. Reposez-vous et guérissez. Nous prions pour vous. Ne vous inquiétez de rien. Des larmes chaudes et soudaines brouillèrent l'image. C'était de la gentillesse. C'était de la bonté pure et sans mélange de la part d'une femme à qui je n'avais parlé qu'au téléphone. Une étrangère qui était devenue l'ange gardien de mes enfants. Tandis que la douleur dans ma poitrine n'avait rien à voir avec l'opération. Et puis je vis la 2e notification, de maman, envoyée il y a 1 heure alors que j'étais encore sous anesthésie. Ma main trembla en la touchant. Ce n'était pas un message. C'était une rafale de messages. Le premier message, opération finie. C'était tout. Pas, comment vas-tu, pas, ça va. Je pris une inspiration. La douleur dans ma tempe s'intensifia. Je lus le suivant, envoyé 30 secondes plus tard. Papa dit que tu ne réponds pas. Je suppose que tu es encore dans les vapes. Bien. Le 3e message, envoyé 5 minutes après. Écoute, on a un problème ici. Et puis le dernier, le long. La carte de Trevor a été signalée au casino. Il est contrarié. Il dit que c'est sa banque, mais je ne sais pas. Ça stresse Alicia. Elle pleure. Tu sais comment elle est. Peux-tu m'envoyer 1000 $? Envoie-les tout de suite. Je te rembourserai plus tard. Alicia a vu ce nouveau sac à main dans la boutique de l'hôtel, elle le veut vraiment. Trevor avait promis qu'il le lui achèterait, mais maintenant avec la carte, tu sais. Envoie juste l'argent, Serena. Ne complique pas les choses. Je le lus. Je le relus. Ne complique pas les choses. La carte de Trevor. Le casino. Alicia veut un sac à main. 1000 $. Moi, une femme qui venait d'être ramenée du bord du gouffre, une femme qui venait de se faire opérer du crâne, on me demandait d'envoyer 1000 $ pour apaiser la colère de Trevor et acheter un sac à main à Alicia. Le froid dans la salle de réveil n'avait rien à voir avec la climatisation. Il venait de l'intérieur de moi. Je ne pleurais pas. Les larmes pour Madame Joyce avaient séché, brûlées par une fureur glaciale. Je levai les yeux vers David. Il me regardait. Il savait déjà. Il l'avait lu. Sur l'écran de son téléphone, qui était encore allumé dans son autre main, il y avait une image. Je plissai les yeux. C'était une capture d'écran. Une capture d'écran de la story Instagram d'Alicia. Les 4. Ma mère Janelle, mon père Marcus,
ma sœur Alicia et son mari inutile Trevor. Ils levaient haut leur flûte de champagne. Des lumières de scène violettes et dorées clignotaient derrière eux. Janelle et Alicia criaient de joie. Et la légende, géolocalisée à Las Vegas, vivons notre meilleure vie. Merci à ma sœur pour le sponsoring. J'avais sponsorisé ce voyage. Le voyage qui était plus important que ma vie. Je regardais de la capture d'écran sur le téléphone de David au message texte demandant de l'argent sur mon téléphone. La photo était la trahison. Le message texte était l'humiliation. Il ne m'avait pas seulement abandonné. Il dansait sur mon lit d'hôpital. La dernière goutte n'avait pas seulement fait déborder le vase. Un océan venait de rompre le barrage. Je regardais David. Le chagrin dans ses yeux avait disparu. Il était remplacé par de l'acier. Il attendait. Il attendait cela depuis des années. Je pris une profonde inspiration tremblante, sentant la traction de l'incision, et je m'accrochai à cette douleur. Cette douleur était réelle. Elle me rappelait que j'étais en vie et que je ne vivrais pas comme ça une seconde de plus. Ma voix était un murmure, mais elle ne tremblait pas. « David » dis-je. Il se pencha. « Je suis là, chérie. »« Appelle notre avocat, ordonnai-je, dis-lui que j'ai besoin de lui parler dès que je sortirai. » David hocha la tête. Un hochement de tête net et sec. « Et, dis-je alors que la fureur froide me donnait de la force, appelle ma banquière. Dis-lui que je veux que tous les paiements automatiques soient gelés. Tout. Tout de suite. » David me regarda, sans poser de questions. Il le vit dans mes yeux, la fureur froide et claire. Et cela avait remplacé la peur. Il hocha simplement la tête une fois, sèchement et définitivement. « Je passerai les appels, dit-il, sa voix un grognement bas. Mais je secouai la tête, un petit mouvement sec qui envoya une pointe de douleur à travers mes tempes. Non. Ma voix était un murmure rauque à cause du tube respiratoire. Moi. Je le ferai. J'étais faible. J'avais des vertiges. La douleur dans ma tête était une chose vivante et lancinante. Mais ma colère était un feu plus vif, plus chaud. Je pris mon téléphone. Mes doigts, qui avaient tremblé, étaient maintenant parfaitement stables. David me tendit une tasse de glaçons. J'en mis un dans ma bouche, laissant le choc froid m'éclaircir la gorge. Le premier appel fut pour ma banquière privée. Je composai le numéro abrégé de Madame Harrison. Madame Harrison. Bonjour. Oui, c'est Serena Clark. J'entendis sa voix professionnelle et douce à l'autre bout. Madame Clark, mon Dieu, allez-vous bien? David a appelé le bureau. Nous avons entendu que vous étiez. Je la coupai. Ma voix était aussi plate et froide qu'une table en acier. La douleur ne laissait pas de place aux politesses. Je vais bien, merci. J'ai besoin de votre aide pour une affaire urgente. Pouvez-vous s'il vous plaît afficher mes comptes? Il y eut une pause. Elle entendit le changement de ton. Bien sûr. Ils sont affichés maintenant. Quel est le problème? Je dois annuler tous les paiements automatiques de mes comptes principaux, avec effet immédiat, à 2 bénéficiaires spécifiques. Le premier est un compte joint pour Janelle et Marcus Clark. Le second est un compte pour Alicia Clark Reyes. Silence. Un silence lourd et professionnel. Madame Harrison était payée pour être discrète, pas pour juger. Tous les paiements, Serena? Je vois le paiement de l'hypothèque pour. C'est exact, interrompis-je. Oui, l'hypothèque pour le 1245 Peachtree Lane. Arrêtez-la immédiatement. Et la carte de crédit supplémentaire au nom de Janelle Clark. Annulez-la. Je comprends, dit Madame Harrison, sa voix maintenant purement professionnelle. Annulation de tout soutien financier. Juste quelques ajustements budgétaires, mentis-je avec aisance. Merci pour votre prompte attention à ce sujet. Je mis fin à l'appel. Une corde était coupée. David me regardait, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu cette partie de moi. Moi non plus. C'était puissant, comme si je venais de supprimer un énorme fichier corrompu de ma vie. Je ne fis pas de pause. Je ne me reposais pas. Je suis allé directement sur l'application de mon opérateur téléphonique. Le deuxième appel. Cette fois, un agent du service client joyeux. J'ai contourné les menus automatisés. Oui,
Je dois apporter une modification à mon forfait familial, dis-je. La douleur lancinante derrière mes yeux était intense, mais je serrais les dents. Je peux vous aider avec ça, Madame Clark. Que puis-je faire pour vous? Mon forfait familial. Je dois retirer 3 lignes de mon compte. Oui, 3. Janelle Clark, Marcus Clark et Alicia Clark Reyes. Les retirer en les important vers un nouveau forfait? Non, dis-je, ma voix claire et sèche. Je veux les retirer de mon compte. Ils peuvent créer leur propre forfait. Ce sont des adultes. Oui, ils peuvent s'en occuper eux-mêmes. Madame, les lignes seront déconnectées jusqu'à ce qu'ils mettent en place un nouveau service. J'en suis parfaitement consciente, dis-je. Dans combien de temps cela prendra-t-il effet? Immédiatement. Oui, madame. En cours de traitement. Les 3 lignes ont été retirées de votre forfait. Je raccrochai. La deuxième corde, la ligne de communication. Il m'avait bloqué. Bien. Je les déconnectais. Je me demandais, avec une sombre lueur d'humour, comment ils se sentiraient à l'aéroport de Las Vegas, en essayant d'appeler un Uber, pour découvrir que leur téléphone n'était soudainement que des morceaux de verre. Un petit sourire amer effleura mes lèvres et me fit mal à la tête. David me tendit un autre glaçon. Encore un, dit-il. Sa voix était basse, pleine d'attente. Encore un, acquiesçai-je. Le 3e appel. Celui-ci était plus complexe. Je n'ai pas appelé de mon numéro personnel. J'ai appelé en tant que propriétaire de Clark Branding Solutions. Le téléphone sonna. BMW Financial Service. Comment puis-je vous aider? Oui, dis-je, ma voix changeant, devenant plus profonde, plus autoritaire. C'est Serena Clark de Clark Branding Solutions. J'appelle au sujet du leasing d'un X5 blanc, plaque d'immatriculation Gaby. Un instant, madame. Laissez-moi consulter le compte. Oui, je le vois. Le leasing d'entreprise actuellement attribué à une Alicia Reyes. C'est bien ça, dis-je. Le leasing est au nom de mon entreprise. J'ai besoin de connaître mes options de saisie immédiatement. Saisie? L'homme à l'autre bout du fil semblait surpris. Y a-t-il un problème avec le véhicule? Il y a un problème avec la conductrice, dis-je sèchement. Le contrat stipule que le véhicule est à usage professionnel et doit être restitué à la demande du locataire. Je le demande. Je veux que le véhicule soit récupéré à son adresse actuelle dès que possible. Madame, il y aura des frais pour la récupération. Je me fiche des frais, rétorquai-je, la douleur dans ma tête me rendant impatiente. Facturez le compte de l'entreprise. Récupérez juste la voiture. Je ne veux pas qu'elle soit au nom de mon entreprise un jour de plus. Elle a violé les conditions d'utilisation. Je comprends. Nous programmerons l'équipe de saisie pour demain matin. Bien. Merci. Je raccrochai. Je laissai tomber le téléphone sur la tablette. C'était fait. L'hypothèque, les téléphones, la voiture symbole de statut qu'Alicia aimait plus que tout. Les 3 piliers qui soutenaient leur fausse vie. Et je venais de les faire tomber tous les 3. Je fermai les yeux. J'étais épuisé. L'adrénaline s'estompa, laissant la douleur, mais sous la douleur, je me sentais légère. David prit doucement ma main. Il ne dit rien. Il la serra simplement. Et pour la première fois de toute ma vie, je ne me sentis pas comme un problème. Je me sentis comme la solution. Et je ne faisais que commencer. Une semaine passa, une semaine de silence béat, angoissant, transformateur. L'opération fut un succès. Le docteur Evans avait été confiant, mais la convalescence fut brutale. Je suis rentré dans une maison qui semblait différente. C'était calme, paisible. Madame Joyce se déplaçait avec une efficacité tranquille, une présence chaleureuse et solide qui sentait légèrement le beurre de cacao et la lessive. Elle était la grand-mère que mes filles méritaient. Mon monde se rétrécit aux 4 murs de ma chambre, puis au canapé du salon. Ma tête me lançait d'une douleur sourde et persistante, un rappel constant de l'incision cachée sous mes cheveux. David était mon roc. Il travaillait depuis la table de la salle à manger, prenait tous les appels et m'apportait à manger. Il me regardait différemment, non pas avec pitié, mais avec un nouveau genre de respect. Il m'avait vu me briser. Maintenant,
il me regardait me reconstruire. Mon téléphone, que j'avais chargé et posé sur la table basse, était silencieux. J'avais débloqué leur numéro. Ce n'était pas un acte de pardon. C'était un acte d'observation. J'avais coupé le courant. Maintenant, je voulais les regarder réaliser que les lumières étaient éteintes. Ça commença comme je le savais, avec Alicia. Une semaine après le concert, une semaine après leur retour de Vegas, mon téléphone s'alluma, une série de textos. Le premier, qu'est-ce qui ne va pas avec mon téléphone? Je ne peux pas passer d'appel. Une pause. Puis 30 secondes plus tard, as-tu oublié de payer la facture? Une autre pause. Puis une minute plus tard, la colère, Serena, paie la facture. Trevor est furieux. Il ne peut pas appeler ses partenaires. Tu le fais passer pour un idiot. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je lus les messages. Ma tête me lançait. Je les relus. Oublié, comme si c'était ma corvée, ma responsabilité. Comme si moi, une femme en convalescence après une opération du cerveau, avait simplement oublié de payer le forfait téléphonique de sa sœur de 32 ans. Trevor est furieux. Pas, je m'inquiète pour toi. Pas, comment va ta tête? Mais, Trevor est en colère. Tout son univers reposait sur l'humeur de son mari parasite et inutile. Les partenaires qu'il ne pouvait pas appeler, les partenaires dont j'avais financé les dîners l'année dernière. Je ne ressentis rien, pas de colère, pas de douleur, juste une finalité froide. C'était comme lire une étude de cas sur un étranger. David entra de la cuisine, une tasse de thé à la main. Il vit mon visage, vit l'écran lumineux. Il posa le thé et lut les messages par-dessus mon épaule. Il ne dit rien. Il me serra juste l'épaule. Comme par hasard, mon téléphone s'alluma de nouveau. Un nouveau message, cette fois de maman. Mon pouce, stable, tapa la notification. Il disait, la banque vient d'appeler. Ils ont dit que le paiement de l'hypothèque était en retard. Tu dois vérifier ça. Tu as dû faire une erreur. Ne sois pas si négligente, Serena. Appelle-les et règle ça. J'ai ri. C'est sorti comme un aboiement sec et douloureux. Ça a fait mal à mon incision, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Une erreur. Négligente. L'arrogance spectaculaire et aveuglante de la chose. Elle ne pouvait pas, dans son imagination la plus folle, concevoir un monde où je ferais cela exprès. Elle, qui m'avait qualifié de problème et de gêne, croyait sincèrement que moi, la femme qui dirigeait une entreprise de branding à 7 chiffres, avait simplement fait une erreur avec un paiement automatique. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas inquiète. Elle était agacée. Elle me grondait comme si j'étais une adolescente qui avait oublié de sortir les poubelles. David me regardait, une question dans les yeux. Serena, tu vas répondre? Il attendait. Il attendait que l'ancienne Serena craque. Celle qui arrange tout. Celle qui soupirerait, prendrait le téléphone et arrangerait tout juste pour faire cesser le bruit. Il m'avait vu le faire pendant 10 ans. Je regardais le texto de ma mère. Règle ça. Je regardais le texto de ma sœur. Paie la facture. Puis je regardais de l'autre côté de la pièce. Madame Joyce était assise dans le rocking chair, fredonnant un cantique bas et doux en pliant des vêtements de bébé. Amara et Zuri étaient sur le tapis de jeu, gazouillant et se retournant. Elles étaient en sécurité. Elles étaient heureuses. Elles étaient entourées d'amour. C'était mon monde maintenant. C'était ma famille. C'était ma paix. Je regardais de nouveau le téléphone. Ce rectangle bourdonnant et toxique de demandes. Je n'ai pas répondu par texto. Je n'ai pas appelé. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation sur le côté du téléphone jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Puis, très lentement, très prudemment, je me suis levé du canapé. La pièce a tourné pendant une seconde, mais j'ai trouvé mon équilibre. Je me suis dirigé vers le tapis de jeu. Je me suis penché et j'ai pris Amara dans mes bras. J'ai serré ma fille contre moi, respirant l'odeur douce et propre de ses cheveux. J'ai embrassé sa joue douce. C'était réel. C'était ma réponse. Mon silence était un mur qu'il ne pouvait pas escalader. C'était une langue qu'il ne pouvait pas parler. C'était le « non » le plus fort et le plus puissant que j'ai jamais prononcé de toute ma vie. Et je n'ai pas eu à dire un mot. À la 2e semaine de ma convalescence,
j'étais passé au canapé du salon. La douleur lancinante dans ma tête s'était calmée pour devenir un battement sourd et persistant, et le brouillard post-opératoire s'était dissipé, remplacé par une clarté froide et nette. David travaillait depuis la table de la salle à manger, et Madame Joyce berçait Amara et Zuri en fredonnant un cantique bas. La maison était paisible. Puis mon téléphone, que j'avais rechargé et laissé sur la table basse, vibra. Ce n'était pas un appel ou un texto d'eux. C'était de ma cousine Tia. Tia et moi avions toujours eu une entente. Elle était une autre personne clairvoyante dans la famille et elle n'avait jamais eu de temps pour les bêtises d'Alicia. Le texto de Tia était une seule ligne. « Ma belle, tu dois voir ça. » En dessous se trouvait un fichier vidéo. Je jetai un coup d'œil à David. Il avait déjà levé les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne sais pas, dis-je, mon cœur s'accélérant un peu. J'ai appuyé sur « Lecture ». La vidéo était tremblante, clairement filmée de l'autre côté de la rue. L'endroit était reconnaissable entre tous. Le parking avec voiturier de Canoë, l'un des restaurants les plus chers et exclusifs d'Atlanta. L'endroit où Alicia et Trevor allaient pour être vus. Une dépanneuse était là, ses gyrophares jaunes clignotants, et elle était accrochée. Oh, oui. Elle était accrochée au BMW X5 blanc nacré. La voiture de mon entreprise. Ma voiture. Et puis la caméra fit un panoramique. Il y avait Alicia. Ma sœur faisait une scène. Elle ne pleurait pas seulement. Elle criait. Ses cheveux étaient en désordre. Sa robe d'été chère, que j'avais probablement payée, était froissée. Elle criait sur le chauffeur de la dépanneuse, un grand homme qui se tenait là, les bras croisés, clairement habitué à cela. « Vous ne pouvez pas faire ça », cria Alicia, sa voix aiguë et craquante. « Savez-vous qui je suis ? Remettez cette voiture par terre. Mon mari va vous poursuivre. » Et puis la meilleure partie. La caméra fit un léger panoramique vers la gauche. Il y avait Trevor. Mais il ne se tenait pas à côté de sa femme. Il ne la défendait pas. Il se tenait à 20 pieds de là, près de l'entrée du restaurant, à côté d'un groupe d'hommes bien habillés, ses partenaires, je suppose. Et il n'était pas en colère. Il était embarrassé. Il était rouge. Son visage était d'un rouge vif et congestionné contre sa peau pâle. Il secouait la tête, essayant d'en rire avec ses amis comme pour dire « Vous pouvez croire à ce drame ?» Je ne la connais même pas, il ne regardait même pas Alicia. Il essayait activement de se dissocier du désordre qu'elle faisait. « Lâchez ça !» cria Alicia. Et elle courut et frappa le bras du chauffeur de la dépanneuse. Le chauffeur ne broncha même pas, « Madame », sa voix tonna. Le leasing a été résilié. Le véhicule appartient à Clark Branding Solutions. Maintenant, veuillez reculer. La vidéo se termina. Je fixai l'écran noir. David laissa échapper un sifflement bas et long. Waouh! Je n'avais pas réalisé à quel point Trevor était pathétique. Je savais que c'était un escroc, mais je ne savais pas que c'était un lâche qui ne se souciait que du statut. Il n'était pas avec Alicia par amour. Il était avec elle pour la voiture, pour les dîners chics, pour l'image de richesse que j'avais fournie. Et à la seconde où cette voiture, ce symbole, a été emmené devant ses amis, il en avait fini. Il était humilié. Et quand un homme comme Trevor est humilié, il ne se venge pas. Il trouve un nouvel hôte. Instantanément, mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un appel d'Alicia. Je le regardais. David hocha la tête. Réponds. Mets-le sur haut-parleur. Je ne le fis pas. Je le laissai sonner, puis aller à la messagerie vocale. Je voulais un enregistrement. 1 minute plus tard, la notification de messagerie vocale apparut. J'appuyai sur « Lecture ». La tranquillité de mon salon fut brisée par un cri aigu et inhumain. « Qu'est-ce que tu as fait ?» C'était la voix d'Alicia, sanglotant, hystérique et pleine d'un venin que je n'avais jamais entendu auparavant. Elle était clairement dans une voiture ou des toilettes. Ses sanglots résonnaient. « Tu as fait ça exprès. Ils ont pris ma voiture. Ma voiture. Devant les amis de Trevor. Devant tout le monde. Il a dit. Il a dit qu'il allait divorcer. Il a dit que j'étais une menteuse. Il a dit que j'étais juste. Juste une ordure comme toi. » Mon souffle se coupa. Une ordure comme moi.
Tu as ruiné ma vie, cria-t-elle, sa voix se brisant. Tout était parfait. Tu ne supportes pas de me voir heureuse. Espèce d'égoïste, de froide. Je te déteste. Je te déteste. La ligne bipa. Le message vocal était terminé. Dans le silence qui suivit, je pouvais entendre Madame Joyce chanter à mes filles dans la nurserie. Je regardais David. Elle a dit. Elle a dit que tout était parfait. David hocha la tête, le visage sombre. Ouais, parfait. Tant que tu payais la facture. Il avait raison. Le bonheur d'Alicia était bâti sur ma carte de crédit, mon forfait téléphonique et ma voiture. Tout son mariage avec Trevor était un arrangement commercial basé sur ma générosité forcée. Et je venais d'annuler le contrat. Je ne me sentis pas coupable. Je ne me sentis pas triste. Je me sentis dégoûté. Et pour la première fois, j'eus pitié d'elle. Pas parce qu'elle avait perdu la voiture, mais parce qu'elle était si faible, si vide, qu'elle avait bâti toute sa vie autour d'un homme comme Trevor qui l'abandonnerait sur un parking. Une ordure comme moi, répétais-je, les mots tournant dans ma tête. Ne fais pas ça, dit David, sa voix sèche. Ne laisse pas le poison de ce serpent entrer. Tu l'as vu, Trevor. C'est lui qu'elle a choisi. C'est lui que ta mère a défendu. Ce sont tous des ordures. Toi, Serena, tu es la seule dans cette équation qui ait de la valeur. Il avait raison. Et ce serpent venait de me montrer exactement ce que mon silence leur coûtait. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était le statut. Et dans leur monde, le statut était tout. Je me demandais ce qu'ils feraient quand le prochain navire arriverait. Après la crise d'Alicia, le silence fut différent. Il dura 3 jours de plus. 3 jours bénis de calme. Je devenais plus forte. Je pouvais marcher du canapé à la cuisine par moi-même. La tête haute. L'incision guérissait. Et le brouillard dans mon cerveau avait été remplacé par une clarté froide et nette. Et puis, comme je le savais, la dernière escalade arriva. L'ouragan de panique d'Alicia avait échoué. Maintenant, c'était l'heure du front froid de la manipulation de Janelle. Mon téléphone vibra sur la table, un nouveau message vocal. Ma mère, Janelle, était enfin entrée en lice. Mon silence leur avait clairement appris que l'hystérie ne fonctionnerait pas. Alors maintenant, elle essayait son autre arme, plus puissante, la culpabilité. Je regardais David, qui m'apportait une tasse de thé au gingembre. J'appuyais sur « Lecture » et mis sur haut-parleur. La voix de Janelle remplit la pièce. Ce n'était pas des cris. C'était pire. C'était une voix tendue, tremblante, déçue. Celle qu'elle avait utilisée toute ma vie pour me faire sentir comme un monstre. Serena, commença-t-elle, mon nom un appel doux et calculé. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, Serena, mais ça doit cesser. Sa voix se brisa, un morceau de théâtre magnifiquement synchronisé. Tu peux être en colère contre moi. Tu peux. Tu peux détester Alicia. Je peux l'encaisser. Mais tu fais du mal à ton père. Je me tendis. Les yeux de David se plissèrent. L'appât. Mon père, Marcus, le fantôme doux et faible de la famille. Sais-tu seulement qu'il n'a pas dormi? La voix de Janelle se brisait maintenant. Une performance complète. Tu as annulé cette carte de crédit, celle supplémentaire que je lui avais donnée. Serena, as-tu la moindre idée? Il a besoin de cette carte. Il en a besoin pour ses médicaments. Un coup direct, droit dans la culpabilité filiale. Son médecin vient de changer sa prescription, mentit-elle, les mots coulant avec aisance. L'assurance ne le couvre pas. Il a utilisé cette carte pour payer ses médicaments pour le cœur. Qu'est-ce que tu fais, Serena? Tu essaies de le tuer? C'est ton père. Quoi que tu penses de moi, il ne mérite pas ça. Le message vocal se termina. Le bip fut fort dans le silence soudain. La pièce était immobile. Je regardais David. L'ancienne moi, celle qui arrange tout, se serait précipitée, attrapant son téléphone, prête à appeler la banque et à s'excuser, l'estomac noué par la culpabilité. Mais David rompit le silence. Il rit. Ce n'était pas un son heureux. C'était un aboiement court et sec de pur mépris. Des médicaments, dit-il. Je le regardais.
Des médicaments, répéta-t-il, sa voix pleine de mépris. Ces médicaments pour le cœur, Serena, sont couverts à 100% par son assurance complémentaire Medicare depuis sa frayeur de l'année dernière. Je le sais. C'est moi qui me suis assis et qui ai examiné tous les papiers pour toi. Tu te souviens. Il avait raison. J'avais oublié. J'étais tellement programmé à croire leurs mensonges. David s'approcha et s'assit à côté de moi sur le canapé, son expression dure. Tu sais à quoi servait cette carte, Serena, n'est-ce pas? Je fermais les yeux. Je le savais. C'était le secret le plus sale de la famille. Celui que j'avais payé pour garder secret juste pour maintenir l'illusion de paix. Le jeu, murmurai-je. Ça avait un goût de cendre dans ma bouche. C'est ça, dit David, sa voix ferme. Ces applications de paris sportifs, les courses de chevaux en ligne. C'étaient ses médicaments. La seule chose que Janelle ne pouvait pas contrôler. Alors elle t'a fait payer pour ça sur une carte séparée juste pour qu'il la laisse tranquille. Et maintenant, tu as coupé son approvisionnement. Donc ce n'était pas juste une menace. C'était une confession. Il n'était pas seulement désespéré parce que la voiture était partie. Il n'était pas seulement furieux parce que les téléphones étaient coupés. C'étaient des toxicomanes et je venais de couper leur dealer. Il ne s'agissait plus d'un concert. Il s'agissait de toute leur vie pourrie, une vie que j'avais financée. Mon silence, qui avait commencé comme un bouclier, était maintenant devenu une arme. Et ça fonctionnait. Ils ne vont pas s'arrêter, dit David, sa voix basse. J'ouvris les yeux. La clarté froide était maintenant dure comme le diamant. Je sais. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de texto. J'ai laissé le message vocal sans réponse. Une autre semaine passa. Il y avait maintenant 3 semaines. 3 semaines jour pour jour depuis mon opération. Ma cicatrice guérissait. L'ancienne Serena était morte. Je tenais Amara, la berçant, la tête complètement claire. Je pouvais sentir la force revenir dans mon corps. David était dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. Madame Joyce était rentrée chez elle pour la journée. La maison était calme. Et puis, bang, bang, bang. Ce n'était pas un coup. C'était un martèlement en colère, désespéré, violent, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Amara sursauta dans mes bras et éclata en sanglots. David se figea dans la cuisine. Le bruit du couteau s'arrêta. Il me regarda par-dessus le comptoir, le visage sombre. « Ils sont là, dit-il. » La main de David se posa sur mon épaule. « Je vais ouvrir. »« Reste avec Amara. »« Non, dis-je. » Je lui tendis le bébé en pleurs. « On fait ça ensemble. Prends ton téléphone. Enregistre. » Il me regarda, vit le faire dans mes yeux et hocha la tête une fois. Il ne demanda pas pourquoi. Il sortit simplement son téléphone, appuya sur le bouton d'enregistrement et se tint juste derrière moi. Tandis que je me dirigeais vers la porte d'entrée, les coups reprirent. Bang, bang, bang. Le cadre trembla. Ouvre cette porte, Serena. Je sais que tu es là. C'était la voix de ma mère, pas sa voix manipulatrice et « je suis inquiète ». C'était sa rage narcissique brute, non filtrée. Je pris une profonde inspiration. Ma cicatrice me lança. Je n'étais pas la même femme qui s'était effondrée dans le cabinet du médecin. Cette femme était partie. La femme qui se tenait là maintenant, c'était une survivante et elle en avait fini. Je déverrouillai le pêne dormant et ouvris la porte. Ils se tenaient sur mon porche comme une parodie grotesque d'une famille. Ils avaient l'air terribles. Ma mère, Janelle, les cheveux en désordre, les yeux fous. Mon père, Marcus, l'air gris et rétréci, ses mains tortillant une casquette de baseball. Et Alicia. Oh, Alicia. Elle était en piteux état. Ses yeux étaient enflés à force de pleurer. Ses vêtements chers étaient froissés et elle tremblait visiblement. Trevor n'était nulle part en vue. Il s'attendait à ce que je sois intimidé. Il s'attendait à ce que j'aie peur. Il ne s'attendait pas à ce que j'aie l'air si calme. Mon calme semblait enrager ma mère plus que tout. « Comment oses-tu » cria-t-elle en se jetant en avant. David bougea légèrement, et elle s'arrêta en le voyant, en voyant le téléphone dans sa main pointé directement sur son visage.
Comment oses-tu ne pas répondre à mes appels, cracha Janelle, sa voix dégoulinant de venin. Tu crois que tu peux juste nous couper les vivres? Tu crois que tu peux juste arrêter? Rallume mon téléphone maintenant et tu dois appeler la banque. La banque envoie des lettres. Il parle de saisie. C'était une crise de colère, une véritable crise de colère d'adulte sur mon paillasson. Et toi, gémit soudain Alicia, pointant un doigt tremblant vers moi. Son visage était un désordre de morve et de larmes. Trevor. Trevor m'a quitté. Elle s'effondra contre le cadre de la porte, un tas sanglotant et dramatique. Il a dit que j'étais une menteuse. Il a dit que je venais de la racaille. Il a fait ses valises. Il est parti. C'est tout. C'est tout de ta faute. Je la regardais. Je regardais la sœur qui m'avait qualifié de gêne. La sœur qui avait fait la fête à Vegas pendant que j'étais sous le bistouri d'un chirurgien. Je ne ressentis rien. Pas de pitié. Pas de colère. Juste un vaste vide froid. Ma faute, demandai-je. Ma voix était calme. Elle trancha ses gémissements comme un rasoir. Ma faute si ton mari est parti. Le mari qui n'est resté avec toi que grâce à une voiture que j'ai payée. Les sanglots d'Alicia s'interrompirent. Elle me fixa, choquée. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. Espèce de garce, murmura-t-elle. Serena. Mon père parla enfin. Marcus. Sa voix était faible, suppliante. Il contourna Janelle, les mains tendues. Ma chérie, s'il te plaît, arrête ça. Ce n'est pas nous. Nous sommes une famille. Ta mère. Elle est juste contrariée. Alicia est contrariée. Règle juste. Règle juste ça comme tu le fais toujours. On peut en parler. Règle juste ça. Règle ça comme tu le fais toujours. Nous sommes une famille. C'était le mot. Le mot qu'ils avaient utilisé pour me saigner à blanc. Le mot qu'ils avaient utilisé pour justifier leur abus, leur négligence, leur égoïsme monstrueux. Je regardais mon père, l'homme qui était censé me protéger, l'homme qui, selon ma mère, avait besoin de médicaments. Famille, dis-je. Ma voix était si froide, si calme que tous se turent. Même Janelle, qui se préparait à un autre cri, ferma la bouche. Famille, répétai-je, goûtant le mot. Tu veux parler de famille, papa? Je fis un pas en avant. Je n'étais plus sur la défensive. Famille, dis-je, regardant droit dans ses yeux faibles et larmoyants, n'abandonne pas leur fille quand elle subit une opération du cerveau. Marcus tressaillit comme si je l'avais frappé. Famille, continuai-je, ma voix devenant plus forte, ne va pas à un concert pendant que leur fille est sur une table d'opération. Je tournai mon regard vers ma mère. Son visage avait pâli. Et la famille, putain, n'appelle pas leur fille un problème et une gêne quand elle supplie pour de l'aide. La famille n'envoie pas un message texte demandant $1000 pour un sac à main pendant que leur fille est en salle de réveil. La bouche de Janelle s'ouvrit, puis se referma. Elle n'avait pas de mots. Elle n'avait jamais, de toute sa vie, été confrontée à la vérité brute de ses propres actions. Alicia, qui avait pleuré, avait juste l'air confuse. Quoi? Quel sac à main? Oh, tu ne savais pas, dis-je, un rire cruel et froid m'échappant. Pendant que tu pleurais à cause de Trevor, maman m'envoyait des textos de Vegas pour réclamer de l'argent parce que sa fille fragile avait besoin d'un nouveau sac pendant que j'avais des points de suture dans la tête. Les yeux d'Alicia s'écarquillèrent. Elle se tourna vers Janelle. Maman, tu as fait ça? Tais-toi, Alicia, rétorqua Janelle, sa panique montant. Elle ment. Elle déforme les choses. Est-ce que je mens, dis-je. Je regardais David. Il leva le téléphone, l'écran clairement visible, montrant la lumière d'enregistrement. Où est-ce que tout est là? Les cris, les menaces, tout comme les stories Instagram que vous avez postées, celles que David a enregistrées, celle avec la légende « Merci à ma sœur pour le sponsoring ». Le visage de ma mère passa de pâle à cendré. Elle comprit enfin. Les règles avaient changé. Le jeu était terminé. Le problème avait maintenant une voix, et elle avait des preuves. Toi, balbutia Janelle. Ingrate. Non, dis-je en l'interrompant. J'en ai fini.
Je ne suis pas ingrate. Je suis libre. Serena, plaida de nouveau mon père, sa voix se brisant. Ta mère, l'hypothèque, les médicaments. Tu veux parler des médicaments, papa, dis-je, ma voix baissant. Ou tu veux parler de tes applications de paris? Tu veux expliquer à ta femme pourquoi cette carte de médicaments était si importante? J'en ai fini de payer pour tes secrets, papa. J'en ai fini de payer pour tout. Mon père se ratatina. Il s'effondra physiquement sur lui-même. Il savait. Je savais. C'était fini. Tu ne peux pas faire ça, murmura Janelle, sa rage disparue, remplacée par une terreur animale naissante. La maison. Serena. La maison. Sortez de ma propriété, dis-je. Quoi? Sortez de ma propriété. Je montrai l'allée. Vous violez ma propriété, tous. Tu nous mets dehors, cria Alicia. Ta famille. Où sommes-nous censés aller? Ça ressemble à un problème qui vous concerne, dis-je, utilisant leurs propres mots contre eux. Je ne suis plus votre gêne. Je ne suis plus votre banque. Et je ne suis plus celle qui arrange tout. C'est fini. Le visage de Janelle, qui avait été cendré, se tordit d'une nouvelle sorte de fureur. La terreur avait disparu, remplacée par la rage d'un animal acculé, d'un narcissique qui a perdu le contrôle. Toi, ingrate, cracha-t-elle, sa voix basse et tremblante. Après tout, après avoir sacrifié toute ma vie pour toi. C'était ça. Sa dernière arme, la plus utilisée, la carte du martyr. Sacrifié. J'ai failli rire. Le mot était si absurde, si tordu. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Je me suis approché d'elle, baissant ma propre voix pour correspondre à la sienne. David était immobile, son téléphone un témoin silencieux. Non, mère. Le mot semblait étranger, amer. Tu n'as pas sacrifié ta vie pour moi. Tu m'as sacrifié pour Alicia. Alicia, qui avait sangloté, leva les yeux, son visage un masque de confusion. Tu ne te souviens pas, dis-je, ma voix dangereusement calme. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Noël. J'avais 12 ans. Je venais de gagner ce prix de $200 du concours d'art de l'État, ma bourse. J'allais acheter un nouveau chevalet. Mon père, Marcus, tressaillit visiblement. Il s'en souvenait. Je ne sais pas de quoi tu parles, siffla Janelle. Tu as pris cet argent, dis-je, ma voix tranchant son mensonge. Tu l'as pris directement de l'enveloppe dans le tiroir de mon bureau. Et sais-tu ce que tu as acheté, maman? Tu as acheté à Alicia ce premier sac Coach qu'elle devait avoir. Celui que toutes ses amies avaient. Tu m'as dit que mon art n'était qu'un passe-temps et que la vie sociale d'Alicia était importante. C'est un mensonge. Balbutia Janelle. Est-ce que c'en est un? Je me suis tourné vers mon père. Papa, est-ce un mensonge ou te souviens-tu que j'ai pleuré dans ma chambre pendant une semaine? Te souviens-tu m'avoir dit de laisser tomber pour maintenir la paix? Marcus ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il fixait juste le paillasson, sa honte une chose palpable. Tu as sacrifié, dis-je en me retournant vers Janelle. Je me souviens que tu as dit à David à notre fête de fiançailles qu'il avait de la chance de m'épouser. Non pas parce que j'étais intelligente ou gentille ou que j'avais réussi, mais parce que j'étais si difficile et obsédée par ma carrière que c'était un miracle que quelqu'un veuille bien me supporter. Je plaisantais, cria-t-elle. Tu ne plaisantais pas, dis-je. Tu marquais ton territoire. Tu disais à mon futur mari que j'étais une marchandise endommagée, que tu étais la bonne, la normale, et que j'étais le problème. Tu m'as qualifié de problème toute ma vie, maman. Tu m'as qualifié de problème dans le cabinet du médecin. Tu m'as qualifié de problème quand j'avais le plus besoin de toi. Je fis une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Et tu sais quoi? Je suis enfin d'accord avec toi. J'étais le problème. J'étais le problème qui t'a laissé t'en tirer avec ça. J'étais le problème qui a financé ce système toxique et brisé. Et il y a 3 semaines, j'ai résolu ce problème. Je me suis retiré de l'équation. Et regarde ce qui s'est passé. Tout s'est effondré. Janelle respirait fort, sa poitrine se soulevant. Elle n'avait rien. Pas de mensonge, pas de manipulation, pas de médicaments derrière lesquels se cacher. Elle était exposée.
Alors elle a lancé la dernière attaque, la plus basique. La cupidité pure et non filtrée. Tu nous dois ça, cria-t-elle, sa voix se brisant. Toi. Tu vis dans cette maison de 4 chambres. Elle fit un geste sauvage vers ma maison, la belle maison coloniale en briques que j'avais achetée, que j'avais décorée. Tu vis ici, tout confort, pendant que nous sommes sur le point d'être à la rue. Sans abri. Tu vas mettre ton propre père à la rue. C'était sa dernière carte, me faire honte, me peindre comme la fille riche et sans cœur abandonnant ses pauvres parents sans défense. C'était un bon coup. Un très, très bon coup. Ça aurait marché il y a 3 semaines. Je la regardais. Je regardais mon père, qui me regardait maintenant avec un espoir désespéré et suppliant. Je regardais Alicia, qui était juste vide. Et je souris. C'était un petit sourire froid et terrible. À propos de la maison, maman, dis-je, ma voix douce comme du poison. C'est la partie la plus drôle de tout. Le visage de Janelle se tordit en un masque de fureur juste. C'était sa dernière carte. L'appel à l'héritage, au sang. Tu n'oserais pas, cria-t-elle en me pointant du doigt. Tu ne laisserais pas la banque prendre cette maison. C'était la maison de tes grands-parents. Tu ne les laisserais pas saisir ta famille. Je la regardais. Je regardais le doigt qu'elle secouait devant mon visage. Puis je regardais mon père, Marcus, qui hochait la tête en signe d'accord, un espoir désespéré dans les yeux. Il pensait vraiment que ça marcherait. Tu as raison, dis-je, ma voix dangereusement douce. Mon père laissa échapper un soupir de soulagement visible. Il réussit même un faible sourire larmoyant. Tu vois, dit-il en se tournant vers Janelle, sa voix suffisante. Je t'avais dit qu'elle ne le ferait pas. Je le savais. Non, dis-je, le coupant comme une guillotine. Son sourire s'évanouit. J'ai dit que tu avais raison, maman, continuai-je, mon regard fixé sur Janelle. Je paie l'hypothèque. Ou plutôt, je la payais depuis 10 ans. Et tu as raison sur l'autre point aussi. La banque ne va pas la saisir. Marcus laissa échapper un court rire triomphant. Voilà, tu vois Janelle. Elle a arrangé ça. C'était juste une erreur. Je tournais toute mon attention vers mon père. Je ne l'avais jamais regardé comme ça. Pas avec pitié, pas avec frustration, mais avec un pur mépris froid. Non, papa. Ce n'était pas une erreur. Je laissais les mots flotter dans l'air. La banque ne va pas saisir parce que la maison n'est pas à vous. Elle n'est pas à maman. Alicia, qui avait été un désordre pleurnichard, leva les yeux, confuse. Quoi? De quoi tu parles? C'est la maison de papa. Vraiment, demandai-je, ma voix toujours calme. Papa, tu veux leur dire où je le fais? Le visage de mon père passa de l'espoir à la confusion, puis à un gris pâle et maladif. Ses yeux s'écarquillèrent d'une horreur naissante. Il savait. Il savait exactement de quoi je parlais. Il ouvrit la bouche, mais seul un petit croassement en sortit. Je suppose que je le ferai alors, dis-je. Il y a 5 ans, papa, tu venais de prendre cette pré-retraite, mais nous savons tous ce que c'était vraiment, n'est-ce pas? Tu étais sur le point d'être licencié pour avoir joué sur les ordinateurs de l'entreprise. Serena, Altateil. Janelle et Alicia se tournèrent toutes les deux vers lui, leur visage un tableau de choc. Oh, cette partie est nouvelle pour vous, dis-je à ma mère. Ne vous inquiétez pas. Cette prochaine partie est nouvelle pour tout le monde. Il y a 5 ans, vous étiez sur le point de faire défaut. Vous aviez 3 mois de retard sur l'hypothèque. La banque commençait les procédures de saisie parce que papa avait joué tout son pécule de retraite en 6 mois. Espèce de menteuse. Cria Janelle, mais ses yeux allaient et venaient vers Marcus, qui avait l'air sur le point d'être malade sur mon porche. Est-ce que je mens? Dis-je. Vous êtes venus tous les deux me supplier. Pas pour un prêt. Vous étiez au-delà de ça. Vous aviez besoin que je règle ça. Alors je l'ai fait. Je fis une pause. C'était le moment. Le achat, l'arme secrète finale. Vous pensiez que nous faisions juste un refinancement familial louche. Vous pensiez que vous signiez juste des papiers pour mettre mon nom sur le prêt pour la sécurité. Vous étiez si désespéré que vous n'avez même pas lu ce que vous signez.
Quel papier, murmura Janelle, sa rage disparue, remplacée par une peur froide et rampante. Je n'ai pas réglé votre prêt, maman. Je vous ai acheté la maison. J'ai remboursé le défaut de paiement. J'ai acheté l'hypothèque. Je suis la seule propriétaire légale sur l'acte de propriété, à 100%. Depuis 5 ans, vous n'êtes pas propriétaire. Vous êtes locataire. Le silence sur le porche était absolu. C'était si calme que je pouvais entendre les carillons avant sur le porche de mon voisin. Alicia fixait juste, la bouche ouverte. Tu possèdes leur maison? Je possédais ma famille, la corrigeai-je, lui renvoyant son propre mot. Je possédais le toit au-dessus de vos têtes. Je payais la voiture que tu conduisais. Je payais le téléphone que tu utilisais pour m'appeler un problème. Je payais pour le jeu de ton mari. Je payais pour tout. Janelle secouait la tête, un son animal bas sortant de sa gorge. Non, non, non. Ce n'est pas légal. C'est 100% légal, dit David, sa voix tonnant derrière moi. Il s'avança légèrement, le téléphone toujours pointé sur eux. Mon avocat et celui de Serena s'en sont assurés. L'acte de renonciation a été déposé il y a 5 ans. C'est un document public. Vous n'avez aucune équité. Vous n'avez aucun droit. Vous vivez dans la propriété de ma femme sans loyer, par sa bonne volonté. Mon père, Marcus, glissa le long du pilier de briques. Il s'assit sur les marches du porche, la tête dans les mains, tout son corps tremblant. Il savait que c'était vrai. Alors vous voyez, dis-je, ma voix s'adoucissant, je ne laisse pas la banque saisir. Ce serait compliqué. Ça nuirait à mon crédit. Je regardai ma mère. Je la vends. La tête de Janelle se redressa d'un coup. Non. Oui, dis-je. Je mets la maison sur le marché la semaine prochaine. Mon agent immobilier prépare déjà les papiers. Ce qui signifie que vous devez partir. Serena, non. S'il te plaît, murmura mon père depuis les marches. S'il te plaît, ma chérie, où irons-nous? Je le regardais, l'homme qui m'avait laissé être le bouc émissaire de la famille. L'homme qui m'avait vu être qualifié de problème et n'avait rien dit. Je vous donne 30 jours, dis-je, ma voix dépourvue de toute émotion. 30 jours pour trouver un nouvel endroit, comme un bail normal. Considérez cela comme votre préavis officiel. Je regardais ma mère qui fixait juste, muette. Tout son monde s'était effondré. Comme tu l'as dit, maman, je ne suis qu'une gêne. Je ne vous dérangerai plus. Je reculai. David recula avec moi. Sortez de ma propriété, dis-je de nouveau. Alicia, sortant enfin de sa torpeur, attrapa le bras de son père. Papa, papa, lève-toi. On doit appeler quelqu'un. Janelle resta là, figée, son visage un masque de haine pure et sans mélange. Je la regardai une dernière fois, et je fermai la porte. Le lourd chêne se referma avec un bruit sourd, final et satisfaisant. Les coups reprirent, mais ils étaient plus faibles maintenant. Les sanglots hystériques d'Alicia, les cris brisés et étouffés de Janelle. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, j'appuyai ma tête contre la porte. Je tremblais. Pas de peur, de libération. 35 ans de poids venaient de disparaître. Les bras de David m'entourèrent par derrière. Il rangea son téléphone et me serra simplement dans ses bras. Son menton reposait sur ma cicatrice guérie, et je n'avais pas mal. C'est fini, murmura-t-il dans mes cheveux. C'est fini, répétai-je. Du salon, un nouveau son commença. Madame Joyce. Elle avait mis Amara et Zuri au lit et elle chantait un hymne bas, doux et magnifique. Les cris dehors s'estompèrent. Le chant à l'intérieur devint plus fort. J'avais choisi ma famille, ma vraie famille. Je pris mon téléphone, qui était toujours sur la table du hall. J'ouvris mes contacts. Maman, papa, Alicia. Mon pouce plana une seconde, puis j'appuyai sur « Supprimer contact ». Supprimer. Supprimer. Puis je suis allé dans mon journal d'appel et j'ai bloqué les numéros. Cette fois pour de bon. Je me suis retourné dans les bras de David et je l'ai serré. Pour la première fois, je n'étais pas celle qui arrange tout. Je n'étais pas le problème. J'étais juste libre. Cette histoire est un puissant rappel que la famille n'est pas un chèque en blanc pour l'abus ou l'exploitation.
La vraie famille est présente, surtout en cas de crise. Pendant des années, la générosité de Serena a été confondue avec une obligation, et sa force a été utilisée comme une excuse pour la négliger. Son parcours nous apprend que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est un acte de survie. La vraie libération commence souvent au moment où nous cessons de payer pour l'approbation de personnes qui ne la donneront jamais. Nous devons apprendre à définir notre valeur par nous-mêmes. Et parfois, l'acte le plus aimant est de choisir notre propre paix et la famille que nous construisons plutôt que celle, toxique, dans laquelle nous sommes nés. Avez-vous déjà été le « fort » de votre famille? Et que s'est-il passé lorsque vous avez finalement décidé de vous mettre en premier? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires ci-dessous.